si vous voulez. Alors déjà, on va passer en revue à la fois, alors si vous le voulez bien, les enjeux liés à l'arrêt du 2 avril 2024. Alors encore et toujours, puisque ce dernier a refait parler de lui euh, tout au début de l'année 2025, au courant du premier trimestre, on a des éléments additionnels qui se sont rajoutés. On passera effectivement derrière sur l'IA Acte et l'IA tout court d'ailleurs, l'impact sur l'entreprise, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et évidemment, nous finirons avec un sujet, alors que celui-là un petit peu plus générique, parce qu'on a pas mal de questions jurisprudentielles qui se sont posées pendant le premier semestre de l'année 2025, s'agissant le plan de prévention et le devoir du CSE, s'agissant le plan de prévention. Alors, commençons, si vous le voulez, d'abord et avant tout avec cet arrêt du 2 avril 2024 que je n'ai plus besoin de présenter, j'imagine. Vous avez toutes et tous pu apprécier avec plus ou moins de sérénité, de facilité et peut-être même de bienveillance l'arrêt qui nous est tombé dessus en avril dernier, avril 2024, pardonnez-moi, pas avril dernier, avril 2024, ça fait déjà plus d'un an. Et dans cet arrêt, je vous rappelle que la Cour de cassation, pour la première fois, s'est positionnée pour rappeler que une différenciation ne peut pas être opérée selon l'ancienneté des bénéficiaires d'une œuvre ASC. Donc, en d'autres termes, vous savez que habituellement, beaucoup de CSE, et peut-être vous, c'était votre cas, vous aviez tendance à mettre une ancienneté minimale exigible avant que le bénéficiaire, donc le salarié, puisse toucher un avantage en œuvre sociale et culturelle. Alors, ceci étant, cette démarche était très appréciée, même par l'URSSAF, hein, qui d'ailleurs, pour le coup, eux-mêmes en interne, mettaient en place un dispositif de 6 mois d'ancienneté minimale avant d'avoir le bénéfice du dispositif. Eh bien, figurez-vous que, et vous le savez, je pense bien, je ne pense pas vous faire de surprise, depuis le 2 avril 2024, eh bien, cet arrêt, on va dire, euh, bon, qui a été jugé comme audacieux, parce que vraiment, la Cour de cassation ne s'imaginait pas qu'elle allait trancher une fois ce débat, parce que c'était un débat qui existait entre l'inspection du travail et l'URSSAF. L'inspection du travail disait il ne faut pas de rupture d'égalité de traitement liée à l'ancienneté. L'URSSAF disait c'est tout à fait possible, c'est un débat potentiellement acceptable. Là, la Cour de cassation s'est prononcée en faveur de l'inspection du travail, on ne s'y attendait pas. Et donc, aujourd'hui, depuis le 2 avril 2024, vous avez une obligation de chercher un droit acté pour chacun des collaborateurs, quelle que soit leur ancienneté. Alors, en revanche, rappelez-vous que quand cet arrêt est tombé, j'imagine que la plupart, vous vous êtes dit assez notoirement que, eh bien, peut-être qu'on pourra cependant octroyer l'avantage à tout le monde, mais avec des disparités dans les avantages dans le quantum. Par exemple, je sais pas, moi, un chèque vacances, vous vous êtes peut-être dit, bah voilà, je vais octroyer un chèque vacances de temps pour quelqu'un qui a tant et tant de mois, et de temps pour quelqu'un qui a tant et tant de mois. En d'autres termes, non pas maintenant nous mettons en place un dispositif acceptable au bout de 6 mois d'ancienneté, mais plutôt en fonction de votre ancienneté, on fait un calcul mathématique pour déterminer à combien on peut remettre cet avantage. Eh bien, malheureusement, et même si on y a songé, hein, je veux dire très honnêtement, moi j'étais le premier à avoir dit il y aura sans doute une modulation, d'autres experts l'ont évoqué, l'inspection de l'URSSAF l'avait également eux-mêmes évoqué, enfin c'était des pourparlers, c'était pas de la certitude. Et on s'était même dit peut-être que cet arrêt est un arrêt isolé, peut-être que la Cour de cassation va faire machine arrière justement parce que l'arrêt est trop ambitieux, trop, j'allais dire, ubuesque aussi même en matière pratique, et donc peut-être que voilà, ils vont faire machine arrière. Eh ben, malheureusement, non. Un arrêt derrière est intervenu, hein, donc effectivement, on a un arrêt de mars 2025, un arrêt du 25 mars 2025 pour être exact, au travers duquel, effectivement, pour le coup, la Cour de cassation précise, alors c'est une affaire un peu particulière, c'est une section syndicale, le CFDT, qui va défendre l'honorabilité d'une demande soulevée par un requérant qui, lui, avait un bénéfice d'un chèque vacances qui était de 140 euros, alors que d'autres étaient à 190 euros. Et bon, voilà, il avait considéré qu'il y avait une rupture d'égalité de traitement dans ses droits, alors que le critère d'ancienneté n'existait plus et que pour lui, tout le monde devait avoir la même chose, quelle que soit son ancienneté. Donc le débat était offert. Est-ce que la Cour allait dire tout le monde a le droit au même avantage, mais pas forcément au même montant en fonction de l'ancienneté, ou est-ce que tout le monde a le droit au même montant et au même avantage, quelle que soit l'ancienneté? Donc la Cour de cassation, par un arrêt du 25 mars 2025, nous dit bien que qu'importe l'ancienneté, c'est tout le monde a le même avantage et le même quantum de l'avantage. Donc, très honnêtement, c'est un bouleversement notoire, hein, puisque déjà ceux qui connaissent bien l'arrêt du 3 avril 2024 s'étaient dit, bah, comment on va faire pour pouvoir sortir des fonds pour des personnes qui peut-être ne sont là que pour quelques semaines ou quelques mois. Alors, hein, on sait que la régulation de l'enveloppe budgétaire allouée au CSE se fait en général une fois dans l'année. Donc, bon, pour le coup, en général, c'est une démarche qui est faite tout au début de l'année, par exemple l'année 2025, on fait un octroi de la somme allouée en ASC pour son CSE et on fait une régulation tout à la fin de l'année. Or, entre les deux, il y a de l'argent parfois à sortir, de l'argent à envisager.
Et donc, eh ben, malheureusement, la question est offerte, la question est posée que de savoir alors maintenant comment on fera, comment on va interagir, comment on va pouvoir orchestrer différemment, puisqu'économiquement, ça ne va pas forcément être facile. Il y a un autre sujet également qui est ouvert, c'est le fait que l'employeur n'a pas vocation à faire une régulation mois par mois. Donc, est-ce que l'idée, peut-être, hein, on peut envisager cela, est-ce que finalement, c'est peut-être pas le bon plan de se dire, bah, je vais offrir les avantages dans une période déterminée de l'année et qui plus est là où il y a le moins de personnes possible dans l'entreprise. En d'autres termes, si on a des personnes qui sont lourdement recrutées pendant la période estivale, offrir les avantages avant la période estivale. Ou alors attendre effectivement la période où on est en creux de personnes existantes dans l'entreprise. Alors c'est moche parce que quelque part, ça veut dire qu'on fait une rupture d'égalité sociale liée au phénomène que ben, vous êtes des recrutés maintenant et vous ne le serez pas peut-être dans 2 mois ou dans 3 mois, donc tant mieux, on attendra votre départ pour orchestrer les cadeaux. Mais quelque part, vu l'arrêt, vu le caractère inouï et surprenant de l'arrêt, c'est une méthode parmi tant d'autres qui va sans doute germer. Alors, je voudrais préciser quelque chose d'important, parce que je vous inquiète peut-être avec cette notion d'ancienneté minimale exigible qui désormais disparaît, mais il faut savoir quand même une chose, c'est que dans ce dispositif très particulier que je vous présente, il y a une particularité qui consiste à distinguer une action judiciaire d'une action de l'URSSAF. C'est-à-dire que l'URSSAF, eu égard à cet arrêt du 3 avril 2024, a dit, bon, je ne ferai pas de remarques négatives jusqu'au 31 décembre 2025, si tant est soit peu que les CSE ne se mettent pas d'équerre. C'est-à-dire que un contrôle de l'URSSAF aujourd'hui dans une société qui pratiquerait encore les distinctions en fonction d'ancienneté, pour l'URSSAF, 31 décembre 2025, c'est la deadline pour se mettre en conformité avec les nouveautés de cet arrêt. Donc, l'URSSAF, dans un cas comme celui-là, vous dirait, bon, vous n'êtes plus en règle selon l'arrêt qui est tombé au 2 avril 2024, au 3 avril 2024, pardonnez-moi. Donc, voilà, je ne vous alpague pas aujourd'hui économiquement, mais la prochaine fois, malheureusement, oui. Alors, il faut savoir que c'est la procédure dite administrative qui est autorisée, c'est-à-dire que l'URSSAF fait cette souplesse pour vous à votre égard maintenant, mais qu'en revanche, les juridictions, non. C'est-à-dire que l'autorisation judiciaire, elle, n'est pas admise, c'est-à-dire que l'arrêt est rentré en application le 3 avril 2024, donc les décisions à partir du 3 avril 2024 s'inspireront de la décision de la Cour de cassation. Donc maintenant, toute juridiction qui serait saisie pour une rupture d'égalité de traitement, donc si par exemple il y a une juridiction civile, un tribunal judiciaire qui est saisi pour rupture d'égalité de traitement dans l'octroi d'un avantage, le juge pourra ordonnancer de suite la mauvaise action de ce CSE condamné ou condamnable, parce qu'encore une fois, l'application était de requis depuis le 4 avril 2024 pour être exact. Donc, si vous voulez, on est libre actuellement de ne pas se mettre en conformité devant l'inspection du travail, enfin devant l'inspection du travail, devant l'inspection de l'URSSAF, parce que l'inspection du travail ne vérifiera pas ça, mais l'URSSAF, oui. Donc l'inspection de l'URSSAF ne vous demandera pas de compte si vous continuez à orchestrer cette différenciation de traitement d'ici au 31 décembre 2025, mais le juge, lui, s'il est saisi, il vous condamnerait. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux discuter d'abord avec ses salariés demandeurs, hein. Moi, j'ai des cas, hein, j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant, des CSE qui me disent, écoutez, j'ai des salariés qui me font la demande. Je dis, bon, on parle de combien? Parce que faut être aussi honnête, quoi. Je veux dire, un salarié qui partirait au tribunal judiciaire pour un octroi d'un avantage à 65 euros, ça me semble un peu lourd quand même, hein. Partir en justice pour 65 euros, ça me semble un petit peu incongru. En général, c'est des actions collectives qui peuvent être engagées, mais pas des actions individuelles. Donc, si vous voulez, c'est une histoire de circonstances. Moi, je conseille fortement, si on n'a pas été capable de pouvoir le faire pour l'année 2025, de se mettre en conformité, de ne pas vraiment s'inquiéter, d'attendre le 31 décembre 2025 et de se mettre futurement en conformité. Alors, un autre possible, hein, c'est qu'il y ait une loi qui tombe. Alors, je vous dis parce que c'est quand même entre les lignes évoquées, c'est-à-dire que la Cour de cassation nous donne un arrêt qui rend les choses complexes. Donc maintenant, la seule décision qui permettrait d'aller à l'encontre de cela, s'il n'y a pas de revirement de la jurisprudence, parce qu'on pourrait imaginer un revirement de la Cour de cassation, mais j'y crois pas là, parce que 2 arrêts en peu de temps, ça me semble quand même surprenant. Mais en revanche, on peut imaginer un législateur ou un gouvernement, le gouvernement, en tous les cas, le ministère du Travail qui introduirait un projet de loi ou un député qui engagerait une proposition de loi, là maintenant, dans le temps qui nous est dévolu, 6 mois, pour effectivement faire passer la loi en urgence et permettre effectivement à ce que l'ancienneté soit admissible, le critère d'ancienneté soit admissible et pas contraire à la loi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une méthodologie qui consisterait à contrecarrer la position judiciaire, parce que le juge, hein, il fait ce qu'on appelle des jurisprudences, mais le juge applique le droit. Donc, si le droit est éclairci, si on dit aujourd'hui clairement, dans le Code du travail, nous prévoyons que les avantages perpétrés par un CSE peut se faire avec une distinction de traitement en fonction de l'ancienneté du salarié, ça aurait une vertu et ça permettrait de faire table rase de cette position qui, encore une fois, est saugrenue. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Il y a beaucoup de questions sur ce sujet qui sont vraiment multiples, hein, d'ailleurs, en la matière.
Voilà, donc c'est le premier élément de jurisprudence que je voulais évoquer avec vous. Donc c'est un sujet, encore une fois, qui est connu, donc on va pas y passer énormément de temps, même si je crois qu'il y a déjà des questions qui ont dû germer à ce que je vois. Donc je vais prendre le temps avec Sébastien de répondre à ces questions. Mais voilà, grosso modo, pour retenir un petit peu la phase terminale de cet arrêt du 2 avril 2024, du 3, pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis le jour le 2, donc ce 3 avril 2024. Donc, grosso modo, la fin de la confection jurisprudentielle est faite. Donc, aujourd'hui, la nécessité de se mettre en phase entre les salariés pour qu'aucun critère d'ancienneté soit retenable. Et en deuxième étape, le même montant alloué à tout le monde, quelle que soit l'ancienneté du salarié. Voilà, l'œuvre est faite, l'œuvre est totalement faite. Et on va attendre d'ici le 31 décembre 2025 pour que toutes les sociétés se mettent en conformité selon les décisions d'inspection de l'URSSAF. Et attention quand même au recours judiciaire. Si un recours judiciaire tombe maintenant, vous êtes condamnable toutefois. Donc c'est vrai que faut quand même rester vigilant maintenant. Voilà, de bonne grâce. Je veux dire, on a un arrêt séculaire là, du 25 mars 2025 qui nous donne effectivement un arrêt un peu atypique, mais il n'y en a pas 36 000. Donc ça prouve quand même que c'est pas si courant que des introductions de requêtes soient faites pour essayer de donner raison à un salarié. Encore une fois, hein, tout dépend le montant. 65 euros, c'est pas 3 000 euros. Hein. Donc on est d'accord que le montant, plus il est important, plus le salarié pourrait se battre pour obtenir gain de cause. Voilà. Donc, j'imagine qu'il va y avoir des questions sur ce sujet, Sébastien. Enfin, je pense. Il y a deux questions, je crois. Non, 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 Aziz, pour Ah, l'instant, non, non, pour l'instant, il n'y a aucune question dans le super. chat. Et puis, bah, D'accord. écoute, il est 12h46, donc tu peux enchaîner sur le deuxième point, je t'en prie, hein. Nickel. Super. Alors, effectivement, hein, donc pour le deuxième point qui, lui, va être beaucoup plus long, parce que beaucoup plus technique surtout, on va aborder ce fameux sujet de l'IA, hein, l'intelligence artificielle dans les entreprises, et la fameuse consultation annuelle du CSE. Alors, reprenons à la base de base. Donc, l'IA, le dispositif IA, pour une définition, alors il y en a plusieurs des définitions, mais si on regarde le règlement sur l'intelligence artificielle qui est rentré en application le 2 août 2024, l'IA serait les processus liés à des programmes logarithmiques ou mathématiques permettant de se substituer à une phase qui est habituellement humaine ou animale. Donc, en d'autres termes, l'IA, c'est un substitut de l'homme ou de l'animal dans un acte qui va être fait à sa place, substitution ou en corrélation et qui serait effectivement un programme logarithmique ou mathématique. Et s'agissant de l'IA, la question qui se pose aujourd'hui, qu'on retrouve un peu dans les entreprises, c'est est-ce que pour faciliter notre travail, on peut utiliser l'IA? Alors, on peut le faire à titre perso. On peut imaginer un salarié qui, tout seul dans son coin, décide d'utiliser un outil comme ChatGPT pour écrire ses mails. Ou on peut aussi envisager, à grande envergure cette fois, que l'employeur mette en place des dispositifs internes liés à l'IA et permettant l'applicabilité, entre guillemets, facilitée de techniques de travail liées à l'intelligence artificielle pour le bien-être et pour le confort de tous. Alors, dit comme ça, c'est assez salutaire. Alors, dans les faits, vous le savez, on a beaucoup de collaborateurs qui ont peur de l'impact de l'IA dans l'entreprise. Il y en a beaucoup qui ont notamment peur d'une disparition progressive de l'emploi lié à l'IA, hein, c'est-à-dire qu'on s'imaginerait que l'IA vole l'emploi préexistant. Donc, partie de ce postulat, si vous voulez, il y a des grosses questions qui se posent et donc j'ai décidé de voir avec vous donc deux points. Donc, c'est le point lié à l'IA et l'impact sur les consultations CSE. Et un deuxième point, ça je vais vous le présenter oralement parce qu'on n'en a pas forcément trace dans le slide, mais bon, c'est pas grave. Je veux dire, c'est de toute façon que des balbutiements pour le moment. Je vais vous présenter dans les grandes lignes ce qu'on appelle le règlement européen sur l'intelligence artificielle qui aura des impacts dans les entreprises. Donc, je vais revenir un petit peu sur ces deux points. Alors, d'abord, vous le savez, un CSE de plus de 50 est soumis à une obligation d'infoconsultation. C'est-à-dire que, je vous rappelle que vous avez une obligation, enfin, l'employeur a une obligation de vous infoconsulter en tant que CSE, c'est-à-dire de vous interroger sur la physionomie que vous avez sur un sujet donné. Alors, en général, hein, vous en avez deux très connus et un sujet un peu moins connu, enfin moins connu, moins célèbre, on va dire plutôt. Donc, les deux premiers sont les plus célèbres, c'est la partie situation économique de l'entreprise et la deuxième, très connue, même plus connue que la première, c'est l'orientation stratégique et budgétaire de l'entreprise. Et donc, dans ces deux cas-là, le CSE est soumis à une infoconsultation, c'est-à-dire que l'employeur transmet des pièces analytiques, soit de la situation économique, soit de l'orientation stratégique, et donc un avis est rendu par le CSE. Donc, l'avis est rendu sous la forme d'un pour, contre ou abstenu. Même chose pour la politique sociale, hein. Je rappelle que tout sujet qui emporterait des conséquences sur les conditions d'emploi ou d'exercice professionnel des salariés fait l'objet aussi d'une info-consultation.
Alors, je passe le détail de l'infoconsulte, hein, puisque j'imagine que vous êtes tous au clair sur le sujet, hein. Je rappelle qu'une proposition d'infoconsultation vous est soumise avec une transmission de pièces analytiques vous permettant d'organiser votre infoconsultation. Vous avez un temps imparti pour rendre votre avis qui peut aller jusqu'à un mois si vous aviez besoin de le faire avec une certaine sérénité, une certaine réflexion en tant que membre du CSE, ou en passant par un expert. Et dans ce cas-là, vous pourriez proroger la durée de une fois. Donc, vous seriez sur 2 mois de mise en attente avant le rendu, hein, du fameux avis à rendre, et qui rend obligatoire d'ailleurs l'employeur. Alors, une petite particularité quand même, au cas où vous ne vous rappelez pas, que sans l'infoconsulte, l'employeur fait une démarche qui est interdite. Donc, il n'a pas l'obligation d'avoir un pour, il peut même avoir un contre et passer en force, mais il est obligé de faire l'infoconsulte. Donc, il doit faire l'infoconsulte coûte que coûte, qu'importe l'avis rendu. Ce n'est pas contraignant, mais c'est obligatoire d'infoconsulter le CSE pour être conscient des enjeux de ses représentants du personnel. Bref, dans ce dispositif de l'infoconsultation, dans ces trois strates, l'IA et l'impact de l'IA dans l'entreprise est une nouveauté depuis le 1er janvier 2025. Et j'insiste parce qu'il y a énormément de sociétés qui ne sont pas au clair sur ce sujet. Il y a beaucoup de sociétés qui pensent que, voilà, par mesure, entre guillemets, discrétionnaire et volontariste, peut-être même de curiosité déplacée, certains membres du CSE veulent savoir si l'IA va rentrer ou pas en application dans l'entreprise, d'où des questions des CSE sur cette notion de IA. Mais pas du tout, hein, ce n'est pas une notion de curiosité déplacée ou d'intrusion malveillante, hein, c'est tout simplement que le droit nous oblige depuis le 1er janvier 2025 à ce que les employeurs fassent état, avec une certaine physionomie et une certaine dichotomie, de l'applicabilité de l'IA dans l'entreprise. Donc, premièrement, est-ce que oui ou non, en tant qu'employeur, je veux que l'IA se propage dans l'entreprise? Deuxièmement, quelles mesures réglementaires je mets en place pour l'utilisation de l'IA dans l'entreprise? Et troisièmement, quels garde-fous je mets en place et j'enregistre de manière à éviter que l'IA se transforme en une espèce de cocotte minute qui peut exploser à tout moment. Donc, ces questions doivent être débattues par l'employeur devant son CSE. Donc, on a plusieurs méthodes pour le traiter. On peut avoir, soit dans le cadre de l'orientation stratégique et budgétaire, une discussion sur l'impact de l'IA au niveau économique dans l'entreprise. On peut avoir la situation économique nécessitant notamment des investissements liés à l'IA qu'on pourrait avoir dans l'entreprise. Et évidemment, le cas le plus célèbre, hein, celui que moi je conseille fortement au président de CSE, c'est d'aborder effectivement l'IA sous l'aspect consécration et conséquences de l'IA dans la pratique habituelle de son entreprise, dans la pratique habituelle de ses travaux et missions au travail. En d'autres termes, l'IA est mise en place dans l'établissement, très bien, mais quel impact dans les métiers respectifs de chacun? Alors, c'est un sujet extrêmement sulfureux parce que, très honnêtement, par expérience et sans négativité dans mon propos, il semblerait, je dis bien il semblerait, que, très honnêtement, les salariés ne soient pas totalement conscients enfin, du moins, il semblerait que les présidents de CSE ne soient pas totalement conscients des attendus de principe qui en découleraient. Alors, l'IA, hein, c'est un sujet un peu opaque, hein, pour tout le monde, hein. Je veux dire, quand on dit IA, moi, j'ai même des spécialistes de l'IA qui ne savent pas vraiment définir l'IA. Ils me disent, qu'est-ce que c'est vraiment que l'IA? Eux-mêmes sont un peu dans le doute, quoi. C'est plutôt une application pour eux, c'est plutôt des outils de performance pour eux, mais ils n'ont pas la définition, par exemple, que je vous ai citée tout à l'heure concernant le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qu'il faut se saisir. J'appelle votre attention aussi sur le fait que même si l'IA n'est pas d'actualité chez vous, l'employeur doit rassurer ses équipes en évoquant le fait que ce n'est pas à l'ordre du jour. Vous voyez, je veux dire, il y a des CSE comme ça qui me disent, ouais, l'employeur a dit, bon, moi l'IA, ça n'existe pas, ça m'intéresse pas et j'y toucherai pas, ok, mais il faut que ça soit certifié dans le cadre d'un PV de CSE. Il faut que ça soit écrit, donc tant mieux si vous voulez pas utiliser l'IA, ma foi, c'est un choix et stratégiquement, c'est peut-être pas déplaisant ou déplaisable. Donc effectivement, pour le coup, eh bien, voilà, on attendra dans ce cas-là que le temps passe et peut-être qu'un jour l'entreprise l'utilisera, mais en son nom, en 2025, pour le coup, il n'y a pas il y a pas d'approche, il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de ramification liée à l'IA. Donc tant mieux, mais il faut que ça soit écrit. Donc j'insiste, et pour les CSE présents aujourd'hui, réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire. Si tant est soit peu que l'employeur n'a pas touché avec vous la notion de l'IA existant ou pas dans votre entreprise, il se doit, je dis bien il se doit, de déterminer avec vous si pour lui l'IA c'est un sujet, si l'IA va arriver, si l'IA est autorisée personnellement à certains salariés. Pensez au fait qu'il y en a qui sont un peu à l'aise avec l'IA et qui décident d'envoyer des mails certifiés entre guillemets par l'IA. Donc la question c'est est-ce qu'il était autorisé à envoyer des mails via l'IA? Si un jour on remet en question son travail technique et qu'on remet par exemple en question la validation d'un email qui semble surprenant quand même dans son écriture ou peut-être même dans sa teneur, si à la fin on dit, écoutez, c'est pas moi qui l'ai écrit, je suis désolé, c'est l'IA, est-ce que finalement il y a faute
de l'employé d'avoir utilisé l'IA ou est-ce qu'il y a faute du salarié tout court d'avoir fait confiance à l'IA? Et donc, ces questions seront un jour ou l'autre débattues. Donc, encore une fois, on n'attend pas à la dernière minute, on traite ça maintenant. C'est plutôt que de laisser les gens faire un peu comme ils veulent, on traite et on pose sur la table. Donc, moi, employeur, je veux que l'IA soit utilisée, oui ou non. Si je veux que ça soit utilisé, je développe des formations à ce sujet d'ailleurs. Si je ne veux pas spécialement que l'IA se développe et que si certains sont à l'aise avec le sujet, ben, qu'ils y aillent. S'ils veulent être plus performants au travail par l'intermédiaire de l'IA, j'accepte qu'ils le fassent, mais qu'ils m'en fassent état. C'est-à-dire que voilà, un salarié qui voudrait par exemple rationaliser son temps de travail en travaillant avec l'IA, pour gagner du temps, pour être optimum au travail. Il connaît l'IA, il connaît la maîtrise de l'IA, il utiliserait des outils stricto personnels pour maximiser son travail et être plus performant au travail. Ben, vous voyez, là, le principe, c'est qu'il n'est pas libre de le faire comme il veut. Il doit dire à son employeur qu'il a la démarche régulière de le faire. Il doit s'assurer avec l'employeur que l'employeur le lui autorise bien. On peut parler notamment de respectabilité des données personnelles en matière de RGPD. Et donc, finalement, la question qui se posera, c'est est-ce que l'employeur est d'accord pour que les salariés utilisent de manière stricto sensu et personnellement le sujet de l'IA? Alors, en concomitance à cela, vous avez un autre sujet qui est sur la table et qui arrive petit à petit en France. Alors, c'est le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Donc, peut-être que certains en ont déjà entendu parler. Donc, c'est le RIA en français ou le IA Act en anglais. Donc, c'est un outil qui est rentré en application le 2 août 2024 et qui rentre progressivement en application. Donc, depuis le 2 février 2025, il y a une première strate de textes qui sont rentrés en application. Le 2 août 2025, une deuxième strate d'information va rentrer. Et grosso modo, pour les utilisateurs, on attendra le 2 août 2026 et encore plus avant le 2 août 2027 pour rentrer en mœurs avec ce RIA. Alors, le RIA, ça ressemble beaucoup au RGPD. Donc, le RGPD, c'est un règlement européen sur la protection des données. Le RIA, c'est une réglementation européenne sur l'utilisation de l'IA. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Jusqu'où on peut aller? Quelles mesures de précaution et de sécurité devons-nous respecter? En tant que déployeur, c'est-à-dire quelqu'un qui introduit l'IA chez quelqu'un, ou alors en tant qu'utilisateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va usiter l'IA. Donc, vous êtes utilisateur direct de l'IA parce qu'on vous l'a mis à disposition, soit parce que vous l'avez acheté, soit parce que vous l'avez gracieusement dans un de vos outils numériques mis à disposition par l'employeur. Donc, vous voyez, cette question-là aussi devrait être débattue parce que tôt ou tard, le CSE sera audiencé là-dessus. L'utilisation de l'IA, première strate, c'est déjà que les salariés soient informés si oui ou non l'IA est un sujet sur la table concernant l'entreprise. Et plus généralement, une fois que l'IA sera vraiment en application dans l'entreprise, si c'est le cas, il faudra mettre en place évidemment cette fameuse notion de RIA, encore une fois, Règlement européen sur l'intelligence artificielle, qui gagnera à chercher une certaine sérénité entre les personnes s'agissant l'IA. Est-ce qu'il y a des questions sur les sujets déjà développés, notamment le numéro 2, l'IA dans l'entreprise? Et j'ai une seule question pour Ouais, l'instant, Aziz, dans le chat. ouais, Au tout début de ton intervention sur la partie 2, sur l'IA là, que tu viens ouais, de développer, tu as ouais, directement parlé des entreprises de plus de 50. ouais. Et il y a Catherine qui se dit, mais pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est pareil, non? Alors, en fait, c'est une très bonne question. L'infoconsultation n'est obligatoire que pour les plus de 50. Mais force est de constater que tout ce qui emporterait des conséquences sur la capacité de travail ou la gestion du travail des collaborateurs fait l'objet d'une interrogation, même pour les petites structures, évidemment, et je dirais même peut-être plus pour les petites que pour les grandes. Évidemment que le CSE sera aussi audiencé sur ce sujet. La seule différence, c'est que l'infoconsulte ne sera pas obligatoire. C'est-à-dire que enfin, elle sera pas obligatoire, elle sera même pas elle sera pas de mise. L'infoconsulte n'existe pas pour les moins de 50. Alors après, c'est un débat, si vous voulez, c'est-à-dire que pour faire preuve de bonne figure et pour être honorable en tant qu'employeur, on va dire vertueux, vous avez quand même des entreprises qui, pour les moins de 50, même si ce n'est pas quelque chose qui existe, mettent en place un pseudo-infoconsulte permettant, entre guillemets, de démontrer à l'inspection du travail ou devant une juridiction la normalité qu'on apporte à destination du CSE. En d'autres termes, on fait les bons élèves. Donc, il y a des structures qui, pour des moins de 50, autorisent effectivement cette question de l'infoconsultation pour les moins de 50. Et maintenant, si ce n'était pas une vraie infoconsulte et si c'était juste une information générique à destination du CSE, ce serait quand même déjà de bonne loi. Donc actuellement, le texte est dit de telle manière à ce que les infoconsultations doivent prévoir la question d'IA en infoconsulte nécessaire et requis. Ils ne disent, d'ailleurs, le texte ne dit pas sur quelle stratégie, orientation stratégique, politique sociale ou situation économique. Les trois seraient envisageables, mais de manière subliminale. Il faut lire entre les lignes. Évidemment que les structures de moins de 50 aussi seront interrogées, seront informées, seront pris en compte concernant l'utilisation de l'IA et l'impact de l'IA dans la sphère de l'entreprise, évidemment. Donc, ça ne s'arrêtera pas aux plus de 50, ça prendra aussi effervescence chez les moins de 50, mais j'insiste, gardez bien en tête le fait qu'à ce moment-là, on ne parlera pas d'une véritable infoconsulte.
on parlera d'un substitut à l'infoconsulte, une sorte soit d'information générale, soit d'une précision technique proposée par l'employeur, le président du CSE en la matière, qui donnera des éléments d'addition informels sur le sujet. Pourquoi est-ce que tu parles d'info-consulte, Aziz, et pas de consultation, tout simplement? Alors, parce qu'en fait, il y a une distinction entre l'infoconsulte et la consultation. C'est-à-dire que dans le cadre de l'IA et de l'impact de la loi, enfin de la loi, de la disposition générique qui a été dévolue au 1er janvier 2025, la démarche, c'était l'employeur est soumis à une obligation d'infoconsultation liée à l'IA. Ça, c'est le texte en lui-même. Il demande à ce qu'il y ait une infoconsultation qui est bornée sur l'IA dans l'entreprise. Alors pourquoi j'insiste sur InfoConsult? Parce que l'InfoConsult, c'est le dispositif juridique qui fait qu'un CSE ne fait pas simplement qu'être informé, il est consulté, c'est-à-dire qu'il doit rendre un avis. En fait, si vous voulez, il y a un abus de langage. C'est intéressant, Sébastien, que tu m'interpelles sur le sujet parce que souvent, on distingue InfoConsult de simple consultation. Or, pour être très juste, on devrait parler d'information ou d'information-consultation. C'est quoi la différence entre les deux? Nous, on utilise, hein, généralement en France, on utilise les termes infoconsultation d'un côté et consultation de l'autre. Mais si on voulait être stricto juste, on devrait dire infoconsultation d'un côté et information de l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Ben, l'infoconsulte, c'est le dispositif qui demande à ce que l'employé, enfin, à ce que le CSE rende un avis. Cet avis est formel, donc il doit être rédigé avec une texture particulière, notamment un pour, un contre, une abstention, avec une réserve qui est souvent écrite. C'est-à-dire que moi, par exemple, une infoconsulte, moi, souvent quand je rends un avis, par exemple, sur, par exemple, je sais pas, moi, j'ai une abstention dans une infoconsulte concernant, je sais pas, moi, la mise en place d'un outil particulier concernant les conditions d'emploi, les conditions d'exercice de l'emploi nouvellement établies. Bon, moi, personnellement, je dis bien, moi, personnellement, je fais souvent des réserves quand vous avez un CSE qui me dit, je peux pas me positionner parce que j'ai des éléments qui me manquent. Eh bien, justement, je mets une abstention avec une réserve, c'est-à-dire une réserve qui peut représenter 5 lignes, 30 lignes, 50 lignes, 200 lignes. J'ai déjà fait un infoconsult qui représentait en réserve pratiquement 35 pages. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas en accord direct avec l'employeur. Le président de CSE nous propose un sujet qui le touche. Il nous demande, sous la forme de l'infoconsult, ce qu'on en pense. Il est soumis à l'obligation de l'infoconsult. C'est soit en orientation stratégique, soit en politique sociale, soit en situation économique. Là, on raccrochera l'IA dans l'un des trois que je vous ai précités. Et l'infoconsultation est rendue obligatoire, c'est-à-dire que vous rendez un avis en tant que CSE, qu'il soit pour ou qu'il soit contre, c'est pas le débat, hein. C'est rendre un avis pour permettre à ce qu'on avance sur le dossier. À l'opposé, une simple consultation que moi je préférerais appeler information, bah, c'est que l'employeur vous dit voilà, j'ai décidé de faire ça, vous n'avez rien à me dire. Alors il peut sympathiquement vous dire qu'est-ce que vous en pensez, mais quoi que vous en pensiez, ça n'a pas de valeur. Quoi que vous en pensiez, il n'a même pas à vous le demander ce que vous en pensez. Il a juste à vous informer d'une démarche qui va être la sienne. Celle de, voilà, j'ai décidé dans l'entreprise, par exemple, d'instituer de l'IA générique, parce que pour moi, c'est important qu'on gagne en timing et en efficacité au travail. Donc voilà, je voulais vous en informer en amont, parce que c'est quelque chose qui va prendre son essor à partir du mois de septembre, par exemple. Voilà, quand c'est dans une société de moins de 50, on serait normalement plus sur une information, une consultation d'ailleurs, plus juridiquement. Et donc la consultation, c'est voilà, je vous informe du sujet. L'employeur n'est pas dans l'interdiction de demander l'avis du CSE, mais c'est une interdiction, c'est une, comment dire, une souplesse. Ça lui est octroyé le fait de demander l'avis du CSE qui, encore une fois, n'a pas d'obligation, n'a pas de restriction, n'a pas de contraignance. Il est libre de faire comme il veut. Alors, si on y réfléchit bien, hein, pour être clair avec vous, dans les infoconsultes, normalement, hein, vous regardez orientation stratégique et budgétaire et situation économique, c'est très précis. Mais après, la politique sociale, toute mesure emportant des conséquences sur les conditions d'emploi, bah, c'est tout. Si on y regarde de près, c'est tout. Tout ce qui touche à l'emploi, c'est tout ce qui touche à l'entreprise. Tout ce qui serait une démarche minimale qui impacterait l'entreprise, impacterait l'emploi de manière générale. Si on veut, et si on fait un raisonnement de l'absurde, on peut tout mettre dans le cadre d'une infoconsulte. Tout une pause clandestine qui devient une pause réglementaire, c'est-à-dire qu'on rajoute une pause de complaisance du matin, bah, ça ne touche pas à l'emploi, bah si, parce que par facilitation pour un bien-être au travail, on met en place une pause additionnelle qui n'était pas prévue au démarrage et qui était plutôt clandestine jusqu'à présent. Aujourd'hui, on l'inscrit dans la roche, et donc de fait, voilà, de prime abord, comme ça n'a rien à voir avec l'emploi, mais de manière, entre guillemets, ricochée, de manière subsidiaire, on considérera qu'il y a bien un impact sur l'emploi, parce que c'est vrai que la bienveillance au travail, la qualité de vie et les conditions de travail au travail, c'est effectivement un sujet qui peut emporter de véritables conséquences dans l'emploi. D'ailleurs, il y a des personnes qui engagent un contrat uniquement parce qu'ils se sentent bien concernant les conditions d'emploi et notamment le droit à la pause, le droit à ci, le droit à cela, etc. Voilà la différence entre une infoconsulte et une consultation. Je le répète, moi j'appellerais plutôt ça infoconsulte et information de l'autre côté, mais bon, c'est pas moi qui suis législateur, en tous les cas je ne le suis plus. Et donc voilà.
Ok, merci Aziz, très clair et puis très complet, comme d'habitude. On n'a Ouais, plus de questions dans le chat sur la très partie, bien. pour l'instant, sur la partie 2 qui Ouais, concernait l'IA. ouais, Donc, ouais. je te laisse aborder La partie numéro 3. voilà, la partie numéro 3. Alors, la partie numéro 3, donc position s'agissant le plan de prévention. Alors, ça, c'est un sujet qui, à la base, est quelque peu jurisprudentiel parce que c'est pas propre au dernier, enfin, c'est pas propre au premier semestre de l'année 2025. En fait, on retrouve ça souvent. Moi, j'ai souvent des cas comme ça d'arrêts réguliers où on se pose la question de savoir si le CSE a suffisamment été interrogé sur la question du plan de prévention. Alors, je vais vous le reprendre en quelques mots déjà pour que tout le monde sache de quoi on parle. Alors, qui dit plan de prévention dit DURP. Hein, je vous rappelle que le document unique d'évaluation des risques et de prévention est un document nécessaire et requis dans chaque entreprise en tant que tel. Hein. Donc là, ce n'est pas l'histoire de taille de société. Hein. Je vous rappelle qu'un DURP est requis. Hein. Je veux dire, un DURP dans une entreprise, c'est comme une prison dans une barreau. Ça fait beaucoup, ça fait même énormément. Et donc, de fait, s'il n'y a pas de DURP dans une entreprise, effectivement, c'est une faute grave de l'employeur qui commet une exaction fautive, d'ailleurs répréhensible par une condamnation économique et administrative devant l'inspection du travail ou devant la justice en cas de besoin. Alors, le sujet, c'est que bon, ce DURP a fait l'objet d'énormément de vicissitudes. Alors, sans vous refaire une histoire entre guillemets complète du DURP, mais bon, déjà, le premier sujet, c'est qui fait le DURP? Hein, le sujet du DURP, le document unique de gestion des risques et de prévention, notamment dans des structures dépourvues de responsables santé-sécurité ou de référents santé-sécurité, bah, le DURP, si vous voulez, c'est l'espèce de sujet opaque qui doit exister, mais que personne ne veut faire. Donc, alors, je rappelle cependant que dans toute structure de plus de 20 salariés, on est censé avoir un responsable santé-sécurité ou un référent santé-sécurité. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Parce que souvent, on me le demande. Un responsable santé-sécurité, c'est un salarié recruté à 100% pour cela. Il fait que de la santé-sécurité dans l'entreprise. Alors que le référent santé-sécurité, c'est plutôt quelqu'un qui a d'autres attributions dans l'entreprise et qui a notamment la casquette de la gestion de la santé-sécurité de manière additionnelle. Alors, si vous voulez, dans la ferveur même de la santé-sécurité, qui dit référent ou responsable santé-sécurité dit DURP. Et ce DURP, il a souvent fait l'objet de contestations de la part de CSE qui disent bah, écoutez, vous l'avez fait dans votre coin, vous ne nous avez pas audiencé, vous ne nous avez pas examiné, vous ne nous avez pas interrogé, vous avez commis une faute. Parce que nous, on est les seuls à pouvoir parler de l'entreprise réellement. Vous, vous êtes derrière un bureau, vous parlez de ce qui se passe dans l'entreprise, mais sans savoir. Nous, on est réellement dans l'action, nous, on est réellement dans les faits. Donc, voilà, pour le coup, on pense assez singulièrement que c'est nous et nous seulement qui pouvons en parler. Alors, ce qui est étonnant là-dedans, si vous le voulez en quelques mots, c'est que il y a eu beaucoup de vicissitudes. Hein. Vraiment, certains inspecteurs disaient oui, le sujet est sulfureux, il faut que le CSE soit. Alors, le CSE, là, c'est le SCT, déjà même à l'époque, le CHSCT, hein, avant la réforme Macron, on était en train de dire écoutez, le DURP doit impliquer les représentants du personnel. D'autres inspecteurs disaient écoutez, si c'est bien fait professionnellement par l'employeur, c'est un outil de l'employeur, bon, c'est pas trop grave, on laisse l'employeur faire et lui seulement. Et puis, bon, il y a eu tellement de doutes qu'à un moment donné, on s'est dit, il faudrait peut-être qu'un jour la Cour se positionne, la Cour de cassation. Et effectivement, c'est le Covid, hein, la Covid, pardonnez-moi, qui va décréter une position assez formelle. Donc, on a un arrêt célèbre qu'on appelle l'arrêt Amazon hein, du 14 avril 2020. Donc, c'est un arrêt au travers duquel, donc on se rappelle, hein, on est au confinement numéro 1, personne ne sait vraiment comment se propage la Covid et tout le monde a peur. Et bon, il y a des activités qui sont au demeurant cessées, donc on reste à domicile. D'autres sont maintenus effectivement en télétravail et d'autres sont maintenus en tant que tels, mais avec des mesures de sécurité maximale, notamment les activités nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt, entre guillemets, de l'État et des impératifs républicains. Amazon considère qu'ils font partie de cela. Bon. Donc, ils maintiennent leurs activités, et donc, comme ces activités nécessitant le maintien de leur activité en tant que telle, mais avec des restrictions sécuritaires maximales, eh bien, ils se positionnent avec leurs représentants du personnel, soi-disant, pour faire régulièrement des DURP de correction. Hein, ils ont des réunions extraordinaires. Rappelez-vous, hein, pendant la Covid, on avait plein de réunions extraordinaires parce qu'il y avait comment dire, des doléances nationales qui revenaient à chaque fois pour les entreprises pour dire maintenant faites ci, maintenant faites ça, maintenant faites ça. Donc, à chaque fois, ça bougeait et à chaque fois, ben, les CSE se réunissaient en extraordinaire. Dans ce cas de figure-là, au 14 avril 2020, la Cour de cassation va être amenée à se positionner sur une ordonnance en référé parce que le CSE de chez Amazon va considérer qu'ils n'ont pas du tout été audiencés. Pour eux, c'est le responsable santé-sécurité qui fait tout depuis Paris et qui pilote un DURP unilatéralement sans nous audiencer, alors que nous, salariés de chez Amazon et notamment livreurs, on peut parler des vrais risques. Et donc, ils disent, bon, vous faites un DURP modifié à chaque fois, tant mieux, mais sans prendre acte de qui on est. Alors, c'est un peu plus technique, hein. L'arrêt touche bien d'autres cas, mais il y a une partie célèbre de l'arrêt qui touche à ce problème de est-ce que oui ou non le CSE est impliqué dans la concomitance de la réalisation du DURP.
Et donc la Cour de cassation va répondre sur ce premier axe de grief et va répondre par le favorable. La Cour de casse va dire en effet que, effectivement, il relève bien de la responsabilité du CSE que d'être audiencé, d'être écouté, d'être consulté sur les risques de transmission de la Covid notamment, et donc d'être pris en compte dans le DURP. Et donc là, il y a eu faute comment dire, de l'établissement Amazon qui a certes fait un DURP, mais pas suffisamment proche de la réalité de terrain de ce que vivaient les salariés. En d'autres termes, ils ont distingué entre le bureau parisien du siège social et la réalité des livreurs sur le terrain. Ce qui n'est pas totalement faux d'ailleurs, hein. Je veux dire, on peut se poser la question, qui peut réellement faire un DURP? Quelqu'un qui est sur le terrain ou quelqu'un qui est derrière un bureau? Alors, je rappelle que normalement, un responsable santé-sécurité se balade évidemment dans les sites, se balade auprès des salariés, récupère les avis des salariés, interroge les salariés et fait quelque chose de stricto sensu et typiquement pratique. Là, ce n'était pas vraiment le cas et donc la Cour de cassation va condamner Amazon. Alors d'ailleurs, l'arrêt est célèbre pour une condamnation iconoclaste, si vous me passez l'expression, puisque la condamnation, c'est une pénalité de retard si le CSE ne se met pas en conformité, si, pardonnez-moi, l'employeur ne se met pas en conformité, donc on dit à l'employeur, vous stoppez toute livraison comme vous le faites actuellement, et si vous ne le faites pas, la condamnation, ce sera une pénalité de retard de 1 million d'euros par jour de maintien de livraison, comme vous êtes en train de le faire. Et d'ailleurs, ils vont continuer hein, pendant quelques jours, puisqu'ils vont introduire une procédure en référé qui va être audiencé le 21 avril 2020, pardonnez-moi. Donc, on est au premier confinement, donc quelques jours après, hein, 10 jours plus tard, 15 jours plus tard, enfin, 10 jours plus tard plutôt, enfin même moins, 7 jours plus tard, vous avez une ordonnance en référé en appel qui passe. On passe de 1 million à 400 000. Bon, ça reste une grosse somme cependant. Et finalement, 1er mai, ils vont chercher la sous-traitance avec notamment une structure italienne qui va se substituer à Amazon. Et puis finalement, le 9 mai, rappelez-vous, on sort de l'état de crise premier. Et donc, les livraisons peuvent reprendre leur essor tout à fait naturellement. Bref, cet arrêt est le démarrage de la position du CSE dans la confection du DURP. Et donc, si vous voulez, un petit peu plus tard, la loi du 2 août 2021, la loi dite santé, va revenir sur cet arrêt Amazon et va dire la chose suivante. Alors, pardonnez-moi, le législateur ne positionne pas et ne consacre pas la position du juge. Là, vous voyez, il va à l'encontre du juge. Il dit, enfin, comment dire, le texte réglementaire, le texte gouvernemental du 2 août 2021, la loi santé, dite la loi aussi Borne, hein, parce que c'est une loi faite par le ministre Borne, ministre du Travail de l'époque. Et là-dedans, il est dit que le CSE ne participe pas officiellement dans la réalisation du DURP, mais en revanche va avoir un droit de regard très puissant dans le plan de prévention. Alors, le plan de prévention, c'est la deuxième étape du DURP. Alors, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de la santé, je reviens quand même sur ce que c'est que ce DURP. Donc, c'est une cartographie des risques professionnels marquée par unité de travail. C'est-à-dire qu'on va prendre des salariés d'entreprise, on va regarder les risques auxquels ils sont exposés, et notamment si les risques sont graves, moyennement graves ou peu graves. Et en fonction de la gravité du risque potentiel, on va mettre en place des mesures de sécurité, des mesures dites de prévention. Et c'est ça ce qu'on appelle le plan de prévention, c'est-à-dire stricto sensu, le recensement des mesures de prévention requises, des mesures, pardonnez-moi, requises pour pouvoir effectivement lutter contre les risques préexistants. Grosso modo, c'est ça. Et donc, ce plan de prévention, a fortiori, est quand même plus important que le DURP, fondamentalement. Je veux dire, si on y réfléchit bien, c'est pas tant l'exposition à un risque qui nous importe en tant que CSE, c'est plutôt quelles mesures de prévention on met pour lutter contre ce risque. Bon. Et donc là, vous avez aujourd'hui une nouveauté dans le texte, et attention, j'appelle votre attention, hein, parce que beaucoup déconnent là-dessus, c'est que la mesure qui relève maintenant de la fonctionnalité du CSE, c'est bien d'examiner le plan de prévention et l'employeur est soumis à des risques, enfin, est soumis à des règles majeures, je vous les recite et c'est très important. D'abord, il doit prendre des mesures propres à la réalité du DURP, c'est-à-dire que le DURP est classé selon des risques majeurs, des risques majeurs, moyennement graves et peu graves. Et donc, il y a déjà dans le plan de prévention un recensement de toutes ces mesures de prévention à entreprendre. Deuxième étape, le CSE doit être audiencé pour avoir une visibilité sur les mesures qui vont être faites en urgence notamment, c'est-à-dire qu'on va leur présenter un rétroplanning avec, voilà, le DURP nous évoque tel et tel risque majeur, tel et tel risque mineur, tel et tel risque peu grave, et donc nous avons décidé dans l'année à venir de faire cela dans la première partie de l'année, cela dans la deuxième partie de l'année, cela dans la troisième partie de l'année. Et c'est pas simplement du blabla, on doit présenter un rétroplanning agencé par des devis et par, effectivement, des pourparlers fortement engagés. C'est-à-dire, on ne peut pas s'arrêter à dire, bon, ben voilà, par exemple, je ne sais pas,
on a vu un caractère, entre guillemets, allez, je sais pas moi, une ambiance thermique grave. On se dit, voilà, il y a une température très gravement froide dans certains cas de figure, dans certaines actions d'un salarié, donc il doit travailler en hypothermie parfois. Et donc, si vous voulez, pour lutter contre cette hypothermie, mesure de prévention qui est prise, on va acheter des équipements de sécurité, donc des EPI chauds. Donc, on va acheter des vestons et on va acheter des vestes faciles d'accès et souples, mais qui tiendront chaud le ou la collaboratrice devant travailler dans des situations thermiques relativement exceptionnellement froides. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne dit pas simplement on va le faire. On dit voilà, on a fait des devis. Notre rétroplanning nous dit que voilà, à horizon de, je sais pas moi, 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, on décidera d'acheter ce devis que nous avons sous les yeux, qui a été signé, validé, vous voyez. Donc maintenant, on s'apprête à avoir une facture et à payer la facture. On a des gestes difficilement acceptables au travail qui nécessitent nécessairement une formation la célèbre, hein, la fameuse formation gestes et posture, ok. Bon, et ben c'est pas simplement on va l'envisager, on l'a préparé, on a authentifié avec des centres de formation qui est capable de le faire, avec quel prix, avec quelle périodicité, avec quelle capacité, quelle technicité aussi d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, au sein du CSO, on ne présente pas quelque chose de standard, on présente quelque chose de prompt, de palpable et d'efficace. Et donc, si vous voulez, cette période est très importante, c'est la consultation du DURP et du plan de prévention qui en découle. C'est un moment très important en santé-sécurité, c'est-à-dire que les CSE qui sont dépourvus de C2SCT le font une fois par an en CSE plénière. Ceux qui sont pourvus d'une C2SCT le font en réunion C2SCT et il y aura un rapport d'expertise qui sera renvoyé auprès de l'Assemblée plénière du CSE. Et enfin, parce que le plan de prévention, il faut le savoir, n'existe pas pour les structures de moins de 50, c'est un équivalent, si vous voulez, c'est une présentation sommaire des mesures de prévention à mettre en place, mais pas un plan. Hein, ce n'est pas un plan à proprement parler, c'est plutôt une espèce de catalogue rapide des mesures de sécurisation qui sera à entreprendre en matière de santé-sécurité. Eh bien, pour les moins de 50, c'est moins contraignant, on n'a pas de rétro-planning à faire, on n'a pas de devis à présenter, on a quand même des éléments à mettre sur la table. Et vous voyez, c'est là où il y a un point de limite majeure qui consiste à dire, bon, si on doit dans le futur chercher des mesures de sécurité maximale dans les entreprises, vous voyez, contrairement à ce que l'on a déjà pu entendre, qu'à un moment donné, il n'y a que les structures de plus de 50 qui ont des mesures de sécurité maximale, eh bien, effectivement, les mesures doivent être translatées dans les sociétés de moins de 50. Et moi, je suis intimement convaincu que dans les années à venir, si ça suit la logique de ce qui se passe, on a de plus en plus de mesures de sécurité maximale qui sont prises pour les plus de 50, qui deviennent de plus en plus fermes et plus ou moins, enfin, de plus en plus fonctionnelles et fermes. Mais pour les moins de 50, qui soi-disant peuvent déroger à la règle parce qu'ils sont que 30 ou 40, eh bien, j'en suis intimement convaincu, des règles vont être mises en place de manière égalitaire et de manière transvasée, de manière à ce que ce qui se pratique pour le plus de 50 se fera en moins de 50. Pour moi, la santé-sécurité, contrairement à la question économique, par exemple, la question de la santé-sécurité, c'est une égalité pour tous. L'arrêt d'ailleurs du 3 avril 2024 que je vous ai évoqué tout à l'heure en dit long sur cette théorie, que normalement, on ne devrait pas avoir de rupture d'égalité de traitement. Ce n'est pas parce qu'on est sur une moins de 50 que la mesure de sécurité devrait être amoindrie. Au contraire, plus la société est petite, plus le CSE devrait être pourvu de missions fortes en santé-sécurité pour s'assurer que l'employeur le fasse. Si vous voulez, il y a une sorte d'analogie qui existe entre les petites et les grandes communes et les petites et les grandes entreprises. Une grande commune, vous le savez, le maire, il est aidé de tout un service technique qui va l'aider à tout faire dans sa mairie. Alors qu'un petit maire, dans une petite mairie, il fait tout seul. Vous voyez, c'est à peu près la même chose dans l'entreprise. On se rend compte aujourd'hui que dans des structures de grande taille, le CSE est là et supervise tout parce qu'il est puissant, mais dans les petites structures, le CSE est amoindri, est appauvri et il peut beaucoup moins faire. La logique voudrait qu'en santé-sécurité, on investisse plus en santé-sécurité pour les petites de moins de 5 ans. J'en suis sûr que ça va arriver. De toute façon, regardez, on a déjà mis en place l'obligation de formation santé-sécurité de 5 jours, même pour les structures de 11 collaborateurs, alors qu'avant, il fallait au moins 50. Il y avait toujours cette dérogation de on fait une formation standard en santé-sécurité, on ne va pas plus loin. Moi, je pense que la prochaine partie, c'est que toutes les règles santé-sécurité pour les plus de 50 seront transposées pour les moins de 50. Donc ça, c'est mon expertise, c'est ma physionomie, c'est mon caractère d'étude personnalisée. Mais voilà, grosso modo, vous avez dans cette présentation, partie numéro 3, ce que c'est que le plan de prévention et qu'est-ce que le CSE devra mettre en place, enfin devra superviser plutôt, parce que c'est pas lui qui met en place, lui il est là que pour recevoir les informations et contester le bien ou le mal fondé des décisions au travers de ce plan de prévention. Voilà. Est-ce Alors, qu'il y a des questions? Oui. oui, voilà, on a une première question, Aziz, de la part de Christelle, Ouais. qui demande une explication sur la différence entre un plan de prévention et un PAPRIPACT. Ah, c'est la même chose.
Le plan de Voilà, prévention, c'est donc le il n'y a PAPRI pas de Pact. différence. Non, non, il n'y a pas de différence. Les techniciens appellent ça un PAPRI Pact, un plan de prévention et de. Enfin, PAPRI Pact égale plan de prévention et d'activité. Alors que le plan de prévention, c'est la même chose. En fait, si vous voulez, c'est les techniciens qui appellent ça le PAPRI Pact. Plus généralement, dans les textes, par exemple, la loi santé du 2 août, c'est plan de prévention. Bon, PAPRI Pact est plus général parce que plan de prévention, c'est vrai qu'on pense souvent à des préparations en amont. Si vous voulez, certains dogmatiques, si vous voulez, utilisent la différenciation suivante, mais qui pour moi n'est absolument pas de bonne aloi, mais bon, je vous la cite quand même, ne serait-ce que pour votre information générique. Il y a des experts qui distinguent le plan de prévention du PAPRIPAC selon la mesure suivante. Ils disent que le plan de prévention, c'est des mesures que l'on peut mettre par anticipation d'un risque, et le PAPRIPAC, c'est des mesures de curation. Que l'on va effectivement Ok. opérer en vue de lutter contre risques certainement avérés. Bon, je suis pas partisan de ça. Pour moi, vraiment, le plan de prévention, c'est le PAPRIPAC, c'est-à-dire que d'ailleurs, pour ceux qui s'y connaissent, vous avez une partie des URP qui en général est à gauche du document et vous avez une partie plan de prévention qui est à droite. Bon, en fait, le plan de prévention qui est à droite, quand vous l'extrapolez, quand vous le saisissez, quand vous l'externalisez en tant que tel, bah, en fait, c'est ça le plan de prévention qui est aussi le PAPRI Pact. C'est un déroulé de mesures qui, lui, en revanche, est brut. Au moment où il est présenté dans le document unique, il est brut. Et après, vous allez mettre en place des mesures de devis pour avoir des tarifs chiffrés et donc des budgétisations potentielles. Vous allez mettre en place des rétroplanning acceptables ou en tous les cas disponibles. Et vous allez mettre en place une visibilité de ce que vous allez faire, etc. Donc, effectivement, pour moi, en tous les cas, il n'y a pas de réelle différence entre le PAPRI Pact et le plan de prévention. C'est plus technique de parler de PAPRI Pact. Voilà, Ok, merci, merci Aziz. avec plaisir. Euh, une autre question de Chantal qui demande si le référent sécurité, est-ce qu'il peut être un membre du CHSCT aussi en même temps? Alors, c'est vrai que, alors, je vais revenir sur le sujet à proprement parler parce que, alors, pas un membre du C2SCT ou du CHSCT de l'époque, puisque C2SCT veut dire déjà qu'on est spécialisé en santé-sécurité. On va pas prendre un spécialiste de la santé-sécurité au sein d'une commission spécialisée santé-sécurité. Vous voyez, ça n'aurait pas de sens. Mais en revanche, dans un CSE classique, on peut avoir un référent santé, c'est-à-dire quelqu'un qui au CSE est un spécialiste de la santé-sécurité. Donc, suivez bien mon raisonnement. Dans un CSE dépourvu de C2SCT, vous n'avez pas de commission spécialisée santé-sécurité, mais vous avez un CSE dédié à tout faire et on peut dire qu'on a un membre ou voire deux membres qui sont des référents santé-sécurité au sein du CSE, c'est-à-dire les spécialistes de la question santé-sécurité au sein de son CSE. Quand il y a une C2ACT, non, c'est tous les membres de la C2ACT qui sont évidemment membres de droit sur la question santé-sécurité. Il n'y en a pas un privilégié par rapport à l'autre, ils sont tous les deux ou tous les trois membres de cette C2ACT, donc experts en santé-sécurité. Mais en revanche, le référent dont je vous parle, qui est en charge de faire comment dire, le DURP ou les enquêtes post-accident, ou qui sont aussi amenés à faire des mesures de sensibilisation annuelles sur les questions de santé-sécurité. Là, je vous parle du côté employeur, je vous parle du responsable santé-sécurité ou du référent santé-sécurité côté employeur, puisque je rappelle que la santé-sécurité, c'est un rôle majeur de l'employeur qui a une obligation de santé-résultat. Bon, certains disent aujourd'hui une obligation de santé moyen renforcée, c'est-à-dire qui prend toutes les diligences possibles et imaginables pour lutter contre le risque. Mais encore une fois, c'est l'employeur qui doit mettre en place les mesures de sécurité. S'il ne les met pas en place, il est en faute. Et donc, qu'importe qu'il y ait un référent santé du côté du CSE, c'est pas l'objet. Le référent santé du CSE, c'est quelqu'un qui est spécialisé en santé-sécurité dans le coin du CSE, qui répondra aux questions santé-sécurité du côté du CSE. Mais ce n'est absolument pas le référent santé-sécurité du côté de l'employeur, hein. Il ne peut pas faire les deux rôles. Il est membre du CSE, donc il est représentant du personnel. Il n'est pas le dépêché de l'employeur en santé-sécurité comme le responsable santé-sécurité ou le référent santé-sécurité côté employeur. Voilà. Très clair, très clair, très clair. Je reviens juste un petit peu en arrière sur quand Ouais, tu évoquais la différence entre le plan de prévention et le PAPRI Pact. ouais. Aurélia précise à ne pas confondre avec le plan de prévention entreprise extérieure. Oui, alors, en fait, alors le plan de prévention extérieure qui est évoqué, alors ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'a pas de responsable santé-sécurité ou qu'on n'a pas de référent santé-sécurité, on peut externaliser ça. On peut demander à quelqu'un de le piloter en externe. C'est un plan de prévention externalisé, on appelle ça. Donc, c'est quelqu'un qui va piloter à la place de l'entreprise tout le dispositif de santé-sécurité, mais sous la forme d'une sous-traitance. On fait la même chose dans d'autres domaines, hein. Le DURP, vous savez, il y a beaucoup de structures qui font appel à une société de sous-traitance. C'est la même chose d'ailleurs aussi pour la B2SE qui font appel à des sociétés de sous-traitance. C'est-à-dire que quand on n'a pas les moyens techniques en interne, on peut externaliser le sujet. Alors à la fin du fin, on revient à un document qui est entre guillemets une bible aussi qui va être mis à disposition de l'employeur qui a fait appel à cette sous-traitance externalisée, mais qui va effectivement lui aussi avoir le dernier mot quand même sur les mesures qu'il met sur la table. Évidemment, c'est lui qui paye, donc ça reste le payeur, ça reste le donneur d'ordre, évidemment.
On a également Christelle à nouveau qui nous demande, auriez-vous une maquette de Dwerp à nous conseiller? Alors, une maquette, non, mais en revanche, on peut largement vous aiguiller et vous aider en formation. Là, évidemment, je veux dire, c'est comme si vous demandez à un avocat, est-ce que vous avez une, je sais pas moi, une matrice de conclusion à nous donner? Non, malheureusement, ça ne fonctionne malheureusement pas comme tel. Ce serait trop facile, hein. C'est bien pour ça que le DURP est condamnable administrativement et pénalement même. Donc, pour le coup, malheureusement, non. Une matrice, non. Il faudrait, enfin voilà, c'est où vous êtes en capacité de pouvoir le faire, ou vous faites sous-traiter cela par un organisme de formation. Alors nous, par exemple, on propose des formations préparation au DURP ou accompagnement dans la réalisation du DURP, hein, c'est une chose que nous pouvons faire, mais comme ça, de prime abord, vous imaginez bien, ce serait trop facile, hein. Et alors, pour votre information, hein, non mais vous imaginez, ça voudrait dire que toutes les Bah oui, sociétés non, de mais bien France sûr, auraient le même DURP quasiment. bien Oh, sûr. non, c'est beaucoup plus technique. En plus, là, je vous le présente très généralement. Je veux dire, il va falloir audiencer les salariés, il va falloir recouper, entre guillemets, les données, il va falloir déterminer les zones de criticité, il va falloir faire du calcul mathématique et arithmétique qui n'est pas évident d'ailleurs, hein. Donc non, non, c'est pas, ce serait même pas possible. Même si on le voulait, on ne le pourrait pas. On ne pourrait pas. On a une, on a une question de, merci Aziz, on a une question de Mais- Nathalie, j'imagine. Ouais. L'employeur de moins de 50 salariés a-t-il également l'obligation du Papri Pact? L'obligation, alors, il n'a pas un plan de prévention, lui, ni un Papri Pacte, il a une mesure de mesure de sécurité à entreprendre, il a une sorte de catalogue de mesures à entreprendre. Mais c'est pas du même acabit que le plan de prévention ou que le Papri Pacte. C'est quelque chose qui est plus facilité. On ne lui demande pas le degré d'exigence d'un plan de prévention ou d'un Papri Pacte. On lui demande d'avoir une cartographie de toutes les mesures de sécurisation qu'il va prendre. Ça ressemblera beaucoup à un Papri Pacte, hein, mais ce n'en sera pas un dans la forme et ce ne sera pas un Papri Pacte dans la forme. Dans le fond, oui, mais pas dans la forme. Voilà. Mais il doit effectivement retranscrire les mesures de sécurité qu'il va entreprendre, évidemment, hein, ça revient au même. Bien sûr qu'il aura l'obligation de le faire, hein. Ouais, ouais. Ok, ok, merci Aziz. Écoute, je n'ai plus de questions dans le chat. Ah bah c'est parfait parce Euh, que il est déjà 1h25, donc eh oui, eh l'heure est oui, passée vite, 1h26 eh même. oui. Donc Ouais, oui, voilà. ouais, ouais, 1 heure, ça passe vite. Hein. Le format, généralement, c'est 45 minutes de presse et un quart d'heure de questions-réponses. Tu vois, on est bien, hein, 13h.